Et si le lieu même où l'on est censé construire son avenir, l'université, était en fait l'endroit où tout peut être détruit? Si cet ascenseur social promis par les études se transformait en un piège où le prix à payer pour un diplôme, c'était son intégrité? C'est une question, oui, qui fait froid dans le dos, et c'est précisément le cœur du sujet qu'on explore aujourd'hui. On a sur la table 2 sources, 2 vidéos qui se répondent de manière assez fascinante. La première, c'est un témoignage, c'est ça? Oui, un témoignage brut, un appel à l'aide public d'un ancien étudiant camerounais, Jacques Bertrand Mang. C'est un récit à la première personne, très chargé en émotions, et avec des détails très accusateurs. D'accord. Et la seconde source? La seconde, c'est la réaction d'une personnalité publique, le général Valzero, qui lui s'empare de cette histoire et l'utilise un peu comme un révélateur. Ah! Donc pour lui, ce n'est pas juste un cas isolé. Exactement. Pour lui, c'est le symptôme de quelque chose de bien plus grand, de systémique. Notre but aujourd'hui, ça va être de comprendre ce qui se passe vraiment. D'un côté, on a l'histoire personnelle de cet homme, et de l'autre, une analyse qui nous dit que ce n'est que la partie visible de l'iceberg. On va essayer de démêler tout ça. C'est ça. On part d'un drame personnel pour toucher à des questions de pouvoir, de silence institutionnel et de corruption présumée au plus haut niveau. Comment une seule histoire peut-elle éclairer tout un système ? Alors, commençons par le début, par ce témoignage. La voix de cet homme, Jacques Bertrand Manger. D'ailleurs, son nom est parfois écrit différemment, Jacques Berkram. Ou Jean Bertrand, oui, on trouve plusieurs versions, mais c'est bien la même personne. Et il lance une accusation d'une violence inouïe. Il affirme avoir été radié. C'est le mot qu'il emploie. Radié de toutes les universités d'État du Cameroun. Le mot radié est déjà extrêmement fort, mais la raison qu'il avance est absolument brutale. Selon ses dires, cette sanction serait la conséquence directe de son refus de, et je le cite, se faire sodomiser par un de ses professeurs. Pardon ? Oui, un professeur qu'il nomme explicitement Jean Gatti. Attendez, il donne des noms publiquement ? Juste comme ça, dans une vidéo ? C'est incroyablement risqué. Ah oui, complètement. Et il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas à un seul nom. Pas du tout. Il cite ce qu'il présente comme un réseau de complices. D'autres figures du monde académique sont nommées, le professeur Jacques Famine-Dongo, un certain Bruno Boulbé et même un Henri Désiré Maudit-Coco. C'est une dénonciation nominative frontale. C'est ça, il brûle tous ses vaisseaux en sachant pertinemment les risques de poursuite en diffamation qu'il encourt. Ce qui est fou, c'est l'ampleur de la punition qu'il décrit. Ce n'est pas juste une mauvaise note ou une expulsion. Il parle d'un effacement complet. C'est ça qui est peut-être le plus glaçant. Il dit que son nom a été complètement retiré des archives de l'université de Douala. C'est une sorte de mort administrative. Comme s'il n'avait jamais existé. Exactement. Comme s'il n'avait jamais été étudiant là-bas. Effacer quelqu'un des archives, ça sonne presque... Totalitaire. On ne le punit pas, on nie son existence passée. C'est à peine croyable. Et pour ajouter à la tragédie, il n'était pas un étudiant en difficulté qu'on aurait pu écarter facilement. C'est même tout le contraire. C'est un point crucial de son récit, oui. Il insiste sur le fait qu'il était majeur de sa promotion jusqu'à sa licence. Majeur de promo. Donc le meilleur. Oui, on ne parle pas d'un étudiant médiocre, mais d'un parcours d'excellence qui a été brisé net. Ça rend l'injustice qu'il dénonce encore plus absurde et révoltante. C'est la destruction délibérée d'un potentiel. Et il essaye d'étayer ça avec des preuves, j'imagine. Il ne fait pas que des allégations en l'air. Il essaye, oui. Il explique avoir réussi à conserver certains documents, comme son relevé de notes de première année et son DHUG, qui est le diplôme des 2 premières années. D'accord. Mais le document final, le plus important, son diplôme de licence, il affirme qu'on lui a toujours refusé de le lui délivrer. Ces détails sont là pour ancrer son histoire dans le réel, pour dire « voici ce que j'ai, voici ce qu'on me refuse, vous pouvez vérifier ». Et ce n'est pas comme s'il sortait du silence aujourd'hui. Il a déjà essayé de se battre par le passé. Oui, et c'est ce qui rend son appel actuel si poignant. Il explique qu'il a déjà publié un livre il y a des années, avec un titre qui en dit long. Le véritable visage de nos universités. Ah oui, quand même. On sent qu'il a tenté la voie de la dénonciation intellectuelle, structurée. Et quelle a été la conséquence ? Un débat national. Loin de là. Selon lui, la publication de ce livre lui a valu plusieurs semaines d'emprisonnement. La prison ? Voilà. Il a essayé la voie officielle de la publication et le système l'a broyé et miné en prison. On comprend mieux pourquoi il se retrouve des années plus tard à faire une vidéo, c'est un peu l'arme du désespoir. On sent le poids de tout ça dans sa voix. Le fardeau psychologique doit être immense. Absolument, il parle d'insomnie, d'un tourment permanent, et il y a cette phrase qui est vraiment à la limite où il dit « Si rien n'est fait,
quelque chose de grave va se produire. C'est une menace. C'est terrible parce qu'on sent qu'il est au bout du rouleau. Mais il ajoute tout de suite, comme pour se rattraper, « Je ne veux pas devenir un terroriste ». Donc ce n'est pas une menace dirigée vers les autres, c'est un cri d'alarme sur son propre état mental. Sur ce qu'une injustice persistante peut faire à un homme. C'est ça. Donc, après le livre « La prison », il se tourne vers des figures publiques. Il ne crie plus dans le vide, il adresse sa bouteille à la mer à des personnes bien précises. Oui, sa démarche est très ciblée. Il interpelle d'abord le professeur Maurice Kamto, une figure majeure de l'opposition politique. Et les mots qu'il emploie sont forts, je crois. Très fort. Combattant de la liberté, sirène du droit, il dit avoir foi en lui en tant qu'avocat. Il ne le voit pas seulement comme un homme politique. Il espère quoi de lui concrètement? Il espère que Kamto pourra faire ce que lui n'a jamais pu faire, internationaliser son affaire. Il parle de ses entrées à l'ONU et à l'Union européenne. Le raisonnement est simple. Si la justice est impossible au Cameroun, alors il faut porter le combat ailleurs. Et la deuxième personne, c'est une avocate, Maître Alice Nkom. Là aussi, son approche est très spécifique. Très spécifique, oui. Il ne lui dit pas « découvrez mon histoire », il lui dit « vous connaissez très bien cette histoire ». C'est une affirmation puissante. Qui implique qu'elle est déjà au courant. Exactement. Et pour prouver que ce n'est pas une invention, il donne une anecdote très personnelle, très précise. C'est l'histoire du billet, c'est ça? Le billet de 5000 francs? C'est ça. Il raconte qu'après avoir été, je cite, « kidnappé à l'université de Douala », il est allé la voir et qu'elle lui aurait donné un billet de 5000 francs pour l'aider. Ce détail a l'air de rien, mais il est rhétoriquement très malin. C'est sa preuve de vie. La preuve d'une interaction passée qui rend crédible son affirmation qu'une avocate de cette stature connaît son dossier. Il la met au défi de se souvenir. donc on a un homme qui a, selon lui, tout essayé. Le livre, la prison et même les lettres au président Paul Biya. Il dit lui avoir écrit 4 fois depuis 2012. Sans aucune réponse. Et maintenant, cet appel public. Il a épuisé toutes les voies. On pourrait croire l'histoire terminée. Mais c'est là que notre deuxième source, le général Valsero, entre en scène et Change complètement la perspective. c'est exactement ça. Valsero écoute ce témoignage et il dit en substance « Vous regardez le doigt, mais vous ne voyez pas la lune ». Pour lui, le cas de Jacques-Bertrand Mang n'est pas une déviation, un accident. C'est le fonctionnement normal d'un système. D'un système qu'il qualifie, avec une expression choc d'ailleurs, Oui, la République des Sodomites. c'est une formule faite pour marquer les esprits, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce slogan provocateur? Derrière, il y a une thèse sur l'hypocrisie du pouvoir. Il explique que l'homosexualité est officiellement condamnée, illégale au Cameroun, utilisée pour jeter des gens en prison, Oui? mais que, en privé, dans les cercles du pouvoir, politique, économique et même académique, ce serait une pratique non seulement courante, mais institutionnalisée. Institutionnalisé. Oui. Pas par orientation sexuelle, mais comme un instrument de pouvoir. Un instrument de pouvoir. C'est-à-dire? Comme un rite de passage. Précisément, un rite d'initiation pervers. Pour faire partie du cercle, pour obtenir une promotion, un poste, un diplôme, il faudrait accepter cette soumission. L'acte sexuel forcé devient un acte d'allégeance. Un secret partagé qui garantit la loyauté. Et le silence. Voilà, on vous tient par cet acte. Et il fait un lien direct entre ça et le monde universitaire. C'est ça qui est vertigineux. C'est le cœur de sa démonstration. Il voit dans l'histoire de Mang la preuve d'un système universitaire totalement pourri. Il se pose une question d'ailleurs. Pourquoi les universités camerounaises sont-elles si calmes politiquement ? C'est vrai que, ailleurs en Afrique, les campus sont souvent des lieux de contestation. Exactement. Au Cameroun, il décrit un grand silence. Et sa réponse, c'est que ce silence est fabriqué. Fabriqué. Oui. Pour lui, cette soumission des esprits est organisée dès l'université. Il utilise des mots très durs, il parle de fabrication des sodomites et des monstres. Ce serait une manière de briser les étudiants les plus brillants, de les compromettre moralement. Donc si on suit cette logique, la corruption et l'abus ne sont pas un bug du système, mais sa caractéristique principale, sa fonction. L'université ne serait pas là pour former des citoyens, mais pour formater des sujets. C'est une idée radicale. Et il va même plus loin, en ajoutant une couche d'analyse culturelle qui peut paraître étrange. Il connecte ces pratiques à ce qu'il nomme des processus mystiques de conservation de pouvoir. Mystique, oui.
Il décrit des rituels, des scènes où de jeunes hommes seraient, pour reprendre ces termes très crus, butinés comme des petites filles. On n'est plus seulement dans l'abus de pouvoir classique, on entre dans une lecture où le politique, le sexuel et le rituel sont intimement liés. D'accord. Donc on a une théorie très forte qui redessine complètement le paysage. Mais au-delà de l'analyse, Valsero propose quoi? Il est solidaire de Mang, mais il n'est pas tout à fait d'accord avec sa stratégie. Non, il est même assez critique, surtout sur l'appel lancé à Maurice Comteau. Il utilise une métaphore très imagée. Laquelle? Il dit que Comteau, c'est celui que tout le monde veut manger à la sorcellerie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Comteau est déjà la cible numéro 1 du pouvoir. Il est attaqué de toutes parts, surchargé de combats. Lui ajouter ce dossier, selon Valsero, c'est peut-être inefficace. Ce n'est pas un manque de confiance en l'homme, mais une analyse stratégique. Un homme déjà assiégé peut difficilement mener une nouvelle offensive. C'est l'idée. Alors, si ce n'est pas la bonne stratégie, quelle est la solution qu'il propose? Une approche plus pragmatique, j'imagine. Beaucoup plus. Il propose une sorte de plan de bataille juridique et médiatique en 3 étapes. Et la première est assez surprenante. Utiliser le droit camerounais, les propres armes du système. Attendez, le même système qu'il vient de décrire comme étant totalement pourri? Exactement. C'est là tout le paradoxe. Il dit à Manguier, puisque l'homosexualité est un délit au Cameroun, retournez la loi contre eux. C'est audacieux. Il lui suggère de porter plainte officiellement contre Jean Gatti, non seulement pour harcèlement sexuel, mais aussi pour homosexualité, et contre les autres pour complicité. C'est une forme de guérilla juridique. C'est une stratégie à double tranchant, quand même. Utiliser une loi considérée par beaucoup comme répressive pour se défendre. C'est terriblement cynique, mais du point de vue de Valsero, c'est surtout pragmatique. C'est forcer le système à se confronter à ses propres contradictions. Soit la justice ignore la plainte et prouve qu'il y a un 2 poids 2 mesures, soit elle s'en saisit et alors le débat est ouvert publiquement. C'est une manière de coincer l'institution. D'où la deuxième étape qui est de rendre tout ça public. Voilà, étape 2. Une fois la plainte déposée, la rendre virale. Il propose sa propre plateforme en ligne, La Clinique, comme caisse de résonance. Le but est de créer un fait judiciaire, documenté, officiel. Et de le rendre incontournable. C'est ça, ne plus être dans le « il a dit que », mais dans le « voici le document officiel ». Et c'est seulement après tout ça qu'il faut penser à l'international. C'est sa 3e et dernière étape. Une fois que la démarche nationale est enclenchée, documentée, et qu'on peut prouver qu'on a tenté d'épuiser les recours internes, alors là, on internationalise l'affaire. Sa logique est celle d'un avocat. On arrive devant les instances internationales avec un dossier béton. C'est beaucoup plus solide. Bien plus solide qu'un simple témoignage vidéo, oui. C'est fascinant comme parcours. On est parti du cri de douleur très personnel d'un ex-étudiant et à travers le regard de la deuxième source, on arrive à une théorie politique complète sur la nature du pouvoir et une stratégie de contre-attaque quasi militaire. Tout à fait. Les 2 sources mises ensemble brossent un tableau où les institutions censées élever et protéger sont accusées d'être au cœur même du mécanisme de prédation. C'est un résumé parfait. On passe de l'émotionnel au stratégique, de l'individu au système. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse au fond. Quand une seule personne se lève pour dénoncer un système qui l'aurait écrasé, la vraie question qui se pose, c'est de savoir où réside la véritable force. Est-ce que c'est dans le courage incroyable de cette voix solitaire qui risque tout ? Ou est-ce que c'est dans le poids du silence collectif qui, jour après jour, permet à de telles situations de perdurer ? Et quel est le prix pour une société entière lorsque ces futures élites apprennent à survivre dans la peur et la compromission plutôt qu'à s'épanouir dans la liberté ?